Déjà, je tiens à remercier les éditions Perspectives Libres d'avoir organisé cette petite présentation. Donc, je vais vous parler de science et de désinformation. Je vais faire une petite analyse du phénomène à travers l'actualité des médias en particulier. Je vous parlerai aussi de l'origine du phénomène. Alors, voilà, donc réchauffement, les pays du Golfe bientôt invivables. C'est un titre de l'Express du 28-10-2015. Climat en Europe, voici venu le temps des épisodes extrêmes. Le point du 2-12-13 de source AFP. Changement climatique, rien ne sauvera Miami, la Nouvelle-Orléans. Le point d'octobre 2015, source AFP encore. L'alpinisme dans l'Everest et le Mont Blanc menacés par la fonte des glaces. Le Monde Planète du 2-5-14. Pollution à Paris, aussi nocive que le tabagisme passif. Le Figaro.fr du 24-11-14. La biodiversité mise à mal. Le nombre d'espèces menacées est en augmentation constante du fait de l'activité humaine. Titre d'Atlantico du 13-4-14. N'en avez-vous pas assez de lire régulièrement ces titres catastrophistes et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce matraquage ? Personnellement, donc, c'est ces questions qui m'ont poussé à aller voir plus loin et donc je n'ai pas été déçu. Le point commun de tous ces titres, c'est qu'ils font le lien entre science et désinformation. La désinformation, c'est un sujet qui a été traité par un auteur aujourd'hui décédé qui s'appelait Vladimir Volkov. Il lui a trouvé une définition. La désinformation, c'est une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques avec une information traitée par des moyens détournés. Il a distingué ce terme du mot propagande qui désigne historiquement, selon lui, l'expression de la seule vérité qui soit. La propagande ne fait pas appel à des moyens détournés pour influer sur l'opinion, contrairement à la désinformation. Il l'a distingué également des principes employés pour faire de la publicité, qui est une autre forme, si on veut, de désinformation. La publicité, en général des sources privées ou lobbyistes, sa raison d'être, c'est alors donc l'enrichissement ou le gain commercial. Et c'est donc quelque chose d'ouvert. Donc quand on a affaire à de la publicité, on sait de quoi on parle. Enfin, donc il y a un troisième moyen de manipuler l'opinion, c'est par le biais de l'intoxication. Elle a pour but d'infléchir les décisions de personnes qui possèdent du pouvoir. On peut trouver un exemple d'intoxication donc appliquée au domaine de la science quand, par exemple, en 2009, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de classer l'épidémie de grippe H1N1 en pandémie. Il s'en est suivi en France l'achat de 94 millions de doses de vaccins. Mais revenons à la désinformation et à sa définition. On a évoqué le fait que son but est politique. En fait, science et politique se rencontrent quand il s'agit de prendre des décisions qui impliquent des choix de société. L'idéologie prend alors souvent la place de l'analyse objective et des choix cartésiens. On verra que dans la définition qui est donnée par Vladimir Volkov du mot politique, le mot politique pourrait être remplacé ou complété par le mot idéologie, afin de prendre en compte les nouveaux espaces occupés par ce phénomène. À ce point de l'analyse, je fais également la distinction entre la désinformation idéologique et la désinformation commerciale, qui est une chose différente. La désinformation commerciale a pour but de vendre, de faire du profit. L'exemple type, c'est celui du Mediator, que vous connaissez, qui a causé le décès de bon nombre de personnes. Donc je développe un peu ce thème dans mon livre. Autre désinformation commerciale, c'est le tabac, par exemple. Comment en est-on arrivé à utiliser la science pour créer de la désinformation ? Eh bien, les techniques de désinformation ne datent pas d'hier, mais donc les plus modernes sont un héritage de l'ex-URSS et de la guerre froide. Quant à l'utilisation de la science,
il faut remonter aux années 70 avec son choc pétrolier en 73 et la création des deux principales ONG environnementalistes, Greenpeace et le WWF, dont les budgets sont depuis savamment entretenus par de grosses fortunes américaines et de gros industriels. Ces organisations ont su mobiliser l'opinion en argumentant sur des bases scientifiques ou pseudo-scientifiques. C'est en fait ce qui a fait leur force et la force de leur désinformation. Selon Paul Watson, cofondateur de Greenpeace, ce qui est la vérité n'a pas d'importance, seul compte ce que les gens pensent être la vérité. Souvenez-vous de cette phrase. Il l'a prononcée pour le magazine Forbes en 1991. Les années 70 ont vu également la montée en puissance d'un think tank environnemental appelé le Club de Rome, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc ce club a mis sur pied les fondements de l'écologie politique, donc économiser l'énergie et les matières premières, recycler, utiliser ce qu'on nommera plus tard les énergies renouvelables, contrôler les naissances pour freiner la croissance et surtout mettre en place une gouvernance mondiale. Adieu le souverainisme. Dans son troisième rapport datant de 1991, on trouve des phrases qui permettent de mieux comprendre les titres catastrophistes donnés précédemment. Et parmi celles-ci, la démocratie n'est pas une panacée. C'est écrit textuellement. Elle ne peut pas tout organiser et elle ignore ses propres limites. Comme pratiqué de nos jours, la démocratie n'est plus adaptée aux tâches à venir. On y trouve aussi, dans la recherche d'un nouvel ennemi pour nous unir, nous en sommes arrivés à l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, et ainsi de suite feraient l'affaire. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine et ce n'est que par des changements d'attitude et de comportement qui peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est alors l'humanité elle-même. Tout ça est écrit noir sur blanc dans ce troisième rapport. Parallèlement à la montée en puissance de l'écologie politique, des événements ont attisé le développement de la désinformation en sciences de l'environnement et de la santé, comme par exemple l'affaire du scandale de l'amiante, les marées noires successives, la catastrophe de Bhopal ou l'accident nucléaire de Tchernobyl, que j'explique un petit peu dans mon livre également. Cependant, si l'histoire et la mise en place de techniques de désinformation adaptées aux technologies de l'image, en particulier, donc permettent d'expliquer beaucoup de choses, la désinformation n'aurait pas pu investir le terrain de la science sans l'adhésion d'une partie de la communauté scientifique. Toute personne ne faisant pas partie de cette communauté pourrait croire que tout ce qui est issu des sciences des sciences dures est rigoureux, démontré, gravé dans le marbre, donc à l'image de ce qui est enseigné en mathématiques. Pour démontrer qu'il n'en est rien, ou presque, dans ce livre, donc, je m'attache à décrire ce qu'est une mesure, avec ses erreurs, ses corrections, ses incertitudes, et l'utilisation qui peut être faite de tout ça. À titre d'exemple, pour information, il y a en ce moment une procédure judiciaire lancée par des sénateurs américains contre la NOAA pour le bidonnage de certaines données de température terrestre mesurées aux États-Unis. Donc la NOAA, c'est l'organisme, c'est la National Oceanographic and Atmospheric Administration, c'est-à-dire c'est l'organisme qui est chargé de collecter toutes les données d'environnement aux États-Unis. C'est vraiment un très gros organisme. Je m'attache également à tenter d'expliquer ce qu'est un modèle en physique et comment cette représentation du monde réel permet ou pas d'aboutir à des relations ou des lois qui permettent à leur tour de prédire ou pas le comportement de systèmes. Ces modèles, associés à la puissance de calcul des ordinateurs, débouchent sur ce qui est appelé la modélisation numérique. Ces techniques de simulation rendent de grands services pour concevoir une grande partie des objets qui nous entourent, les ordinateurs, les moteurs, les voitures, les avions, les bateaux, tout est conçu de nos jours à partir de modélisation numérique. Mais
Elles sont aussi utilisées pour tenter de simuler l'évolution temporelle de systèmes beaucoup plus complexes, comme les océans, l'atmosphère ou le climat. Concernant l'évolution du climat, les résultats des modèles basés sur les émissions de CO2 sont devenus paroles d'évangile. Et la Bible qui les réunit, ce sont les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat. Alors ces modèles sont d'une complexité extraordinaire. Et selon Steve Koonin, qui est un physicien théoricien, ancien sous-secrétaire d'État à la science et à l'énergie durant le premier mandat du président Obama, la modélisation informatique des systèmes complexes est autant un art qu'une activité scientifique. Il l'a dit dans le Wall Street Journal du 14/9/2014. Richard Lindzen, professeur émérite en climatologie du prestigieux MIT, Massachusetts Institute of Technology, a également déclaré en 2014 pour les défenseurs des politiques liées au réchauffement climatique, le rôle des modèles n'est pas de prévoir, mais plutôt de justifier le fait qu'une catastrophe est possible. Donc cela plante le décor concernant les résultats que l'on peut en attendre, ce qui n'empêche pas de les utiliser pour prédire des augmentations de température de 5 degrés en France, selon un article du journal lepoint.fr du 6/9/2014, par exemple, donc paru après l'édition du rapport du DRIAS commandé par le ministère de l'écologie. Et donc il y a toute une planification en France qui est bâtie sur ces 5 degrés supplémentaires. Et que montrent ces modèles exactement ? Alors ici je vous montre un graphique qui est issu du site friendofscience.org qui compare les résultats du modèle canadien, mais tous les pays ont à peu près la même façon de modéliser, à peu près les mêmes résultats. Donc le modèle canadien qui s'appelle CAN-ESM, avec donc une moyenne qui est en noir. Et puis, donc vous voyez la moyenne en noir. Et puis donc tout autour les résultats de 5 simulations. Et puis en dessous, ce que vous pouvez voir, donc ce sont les températures mesurées en surface, donc la courbe verte, issue de la base AdCrud 4 du Met Office. Donc le Met Office, c'est le Météo France anglais. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les températures mesurées en altitude par ballon sonde, donc de la NOAA. Donc c'est la courbe jaune. Et des températures mesurées par satellite qui sont représentées en rouge. Donc température mesurée dans la base tropopause issue des bases UAH de l'université d'Alabama et d'une autre et de façon indépendante par la compagnie RSS, Remote Sensing System. Donc, comme vous pouvez le constater, on y voit nettement la divergence entre les résultats du modèle à partir de 1998. Donc le modèle grimpe vers des températures effrayantes. Alors que les mesures, la réalité, donc les mesures restent stables, ou à peu près stables, avec un bruit important lié aux variations naturelles. L'année 98, donc il y a un pic, vous voyez le pic rouge, donc c'est en fait l'événement El Niño qui a provoqué une hausse des températures. Et on a vécu le même épisode El Niño cette année, donc en fin 2015. Cette pause des températures est reconnue dans le dernier rapport du GIEC. Donc c'est page 5 de la R5 pour ceux qui veulent le consulter sur internet. Vous pourrez vérifier. Seulement, elle y est mentionnée sous un terme plus discret de hiatus. Ils n'ont pas voulu utiliser le terme pause. Alors, est-ce que cela est déjà suffisant pour douter de ce que l'on nous raconte ? Oui, car un modèle en désaccord avec la réalité, c'est un modèle qui n'est pas au point. Oui, aussi, si on se penche sur les écrits de Karl Popper, philosophe des sciences, qui a établi les critères de reproductibilité et de réfutabilité, donc pour distinguer la science des pseudosciences.
Oui également, si on se place dans ce que Thomas Kuhn a appelé la science normale, dans ses récits d'historien et philosophe des sciences, où il a essayé de comprendre comment une théorie ou un concept peuvent dominer et comment ils peuvent être remplacés. Pour lui, pour que la science évolue, il faut qu'elle passe par des périodes de crise et de controverses. Mais là, donc, nous vivons l'inverse. Donc, nous sommes dans une situation où l'idéologie a pris le pas sur la controverse. Et selon une phrase souvent entendue, « Science is settled », c'est-à-dire « la science est au point, il n'y a pas lieu de discuter ». Alors, pour comprendre un peu comment fonctionne la science, il est intéressant également de connaître comment l'information scientifique se propage. Alors, tout commence par des revues scientifiques. Ce qui les distingue des autres formes d'édition, c'est que les articles sont acceptés après le passage par un cycle de lecture-relecture qu'on appelle le peer review, ou revue par des pairs. Alors ce système, en théorie, il garantit la qualité des contenus. Cependant, il n'est pas exempt de dérives, notamment ces dernières années. Alors, les revues elles-mêmes peuvent faire l'objet de polémiques, notamment les plus célèbres d'entre elles, Nature et Science, qui ont été accusées par certains chercheurs de céder à la tentation des thèmes à la mode pour augmenter leur facteur d'impact, au détriment d'articles réellement innovants. Dans ces revues célèbres, mais aussi sur les sites des grandes... c'est dans ces revues célèbres, mais aussi sur les sites des grandes institutions, donc que les journalistes scientifiques vont puiser leur information pour alimenter les magazines de vulgarisation. Ceux-ci font toutefois preuve de parti pris, peuvent faire parfois preuve de parti pris, donc à l'instar de John Rennie, qui est l'éditeur du Scientific American, qui est allé jusqu'à déclarer, par exemple, les sceptiques du climat sont des négationnistes et leur donner ne serait-ce qu'un paragraphe dans un article en contenant 10 serait exagérer leur importance. Voyez l'ouverture d'esprit de certaines personnes. On ne peut pas non plus traiter de désinformation, évidemment, sans évoquer comment fonctionnent la presse et les médias. Pour rappel, dans le classement annuel de l'association Reporters sans frontières, portant sur le respect de la liberté de la presse, la France se classait 37e en 2014. Et je pense que nous ne sommes pas prêts de descendre dans le classement, enfin de gagner des places. Si la dépendance financière des journaux peut expliquer des choses, elle n'explique pas tout. Ainsi, il faut savoir, par exemple, que nombre de journalistes traitant de sujets qui touchent à l'environnement font partie de l'association JNE, des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, ou de l'AJE, et qui se sont unis en 2014 pour officiellement, je cite, « former le maximum de nos confrères aux questions qui seront évoquées tout au long des 15 mois de négociations du sommet climatique de Paris, fin 2015, dont on peut espérer qu'elles aboutiront à un accord sur le climat. » Comme l'indiquait donc Catherine Maillot, la présidente de cette association AGEC, donc Union de JNE et de l'AJE. Alors, les journalistes ont complètement le droit de se regrouper et de se tenir au courant, de s'informer. Mais que devient l'objectivité de l'information scientifique quand leur formation est organisée par des personnes engagées? Je pose la question. Alors, on ne peut pas non plus accuser la presse de tous les maux, car certains scientifiques ne sont pas en reste. La science étant un domaine où la rigueur des résultats est le maître mot, où tout doit être vérifié et vérifiable, on peut penser que les résultats d'une recherche doivent être indépendants des croyances, état d'âme ou appartenance politique. Je montre dans mon livre, comme cela a déjà été fait par des sociologues, qu'il n'en est rien. Pour y arriver, je prends comme exemple les études menées sur les expériences de mort imminente, qu'on appelle EMI,
et comment le fait d'être agnostique ou croyant peut influer sur l'interprétation des faits et la recherche de leur cause. Ça peut paraître assez évident sur un sujet de ce type, peut-être moins sur d'autres sujets. En fait, c'est un phénomène qui existe. Et j'analyse également sous cet angle la cabale dont ont été victimes les frères Bogdanov après la sortie de leur livre « Le visage de Dieu » en 2010. Tout cela permet de voir sous un autre jour donc la querelle qui oppose les croyants et les sceptiques dans l'affaire du réchauffement climatique anthropique, ou RCA. Cela permet notamment de comprendre les attaques auxquelles Claude Allègre a dû faire face après la sortie de son livre « L'imposture climatique ou la fausse écologie » en 2010, et l'origine de la pétition qui a été lancée contre lui par certains scientifiques, ainsi que les conclusions du rapport de l'Académie des sciences qui a suivi. Pour faire le lien entre dérive scientifique et dérive médiatique, j'évoque également l'exemple qui restera dans les annales, donc qui est celui de l'article du généticien Gilles-Éric Seralini. Avant même sa parution dans un journal Peer Review, celui-ci, donc, ce généticien faisait le tour des plateaux télé. Vous l'avez peut-être vu sur Canal+, comme moi. Il faisait le tour des télés et des magazines, donc avec des photos de rats tuméfiés, donc censés démontrer la toxicité de l'herbicide Roundup et d'un maïs génétiquement modifié qui tolère le Roundup. Le but, c'était de planter un dernier clou dans le cercueil des OGM. Alors médiatiquement, ce but a été atteint et les décisions politiques ont suivi, donc il n'y aura pas d'OGM en France. Mais scientifiquement, l'article passé dans la très sérieuse revue Food and Chemical Toxicology a dû subir la procédure exceptionnelle de rétractation suite à un flot de critiques sur le protocole expérimental employé par l'auteur et l'insignifiance des résultats statistiques obtenus. Évidemment, je pense que personne dans le grand public, peut-être dans cette assistance, personne n'a jamais entendu parler de cette rétractation. Donc la presse est restée muette sur le sujet. Bon, il y a aussi des scientifiques intègres et d'autres qui font leur coming out et qui expliquent pourquoi ils ne sont pas restés dans le droit chemin. Il y a aussi le cas, par exemple, de Judith Curry, exemplaire, donc qui est professeure, présidente de l'École des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Institut de technologie de Géorgie. Elle a essayé de comprendre pourquoi certains de ses confrères allaient trop loin. Sur son blog, elle évoque en particulier le problème de ce qu'elle a nommé le motivated reasoning, ou raisonnement motivé. Et elle écrit: le raisonnement motivé touche les scientifiques comme d'autres groupes de personnes dans la société, alors qu'il est souvent prétendu que les scientifiques échappent à ce comportement. Ce comportement, il consiste à faire intervenir ses émotions dans ses décisions, comme son titre l'indique. Elle évoque également le problème de la loyauté des scientifiques envers les institutions qui les emploient. Si l'on veut faire carrière, il vaut mieux rentrer dans le moule. Dans les grands organismes de recherche, le moule est souvent imposé par l'État. Ces organismes ont vu leur dotation d'État diminuer fortement ces dernières années, en particulier en France. Et la seule façon de conserver leur financement, c'est d'adhérer aux dogmes imposés. Judith Curry n'est pas la seule à essayer d'éveiller les consciences. Donc en Belgique, en France, d'autres que je cite dans le livre s'y sont essayés. En Allemagne également. Et là, il faut évoquer le cas de Fritz Warrenholtz. Il est professeur honoraire de chimie à l'université de Hambourg. Il a été l'auteur d'un livre en 1978 sur la catastrophe chimique et écologique de Seveso. Il a été scientifique du parti écologiste allemand, sénateur pour l'environnement du SPD et aussi directeur d'entreprise dans le domaine de l'énergie éolienne.
Malgré tout ça, donc il a été également relecteur des rapports du GIEC, et c'est là donc qu'il a basculé dans le camp des climato-sceptiques. Pour réveiller les consciences, il a écrit un livre, Le Soleil froid, pourquoi la catastrophe climatique n'aura pas lieu. Il a également donné de nombreuses interviews en Allemagne, mais évidemment, de lui comme des autres, la presse française n'en a jamais parlé. Alors pour finir, il m'a paru intéressant d'appliquer à l'affaire du réchauffement climatique anthropique, que j'appellerai RCA par la suite, comme c'est quand même l'affaire qui était médiatiquement la plus suivie ces derniers temps. Donc il m'a apparu intéressant d'appliquer la grille des critères qui a été définie par Vladimir Volkov pour démasquer les opérations de désinformation. Alors il a commencé par définir un certain nombre de symptômes qui collent particulièrement bien à cette affaire. Le premier qu'il cite, c'est l'unanimité des médias. Je pense que personne ne pourra me dire le contraire. Donc elle n'est plus à démontrer. Il résume le second de cette façon. Nous sommes tenus informés à satiété sur un aspect de la question et à peine tenus au courant des autres. Je rappelle que son livre est sorti en 91. Je vous ai déjà donné quelques preuves donc de la mise en pratique de ce critère. Il y en a d'autres que je développe dans le livre. Le troisième critère qu'il cite est « tous les bons sont d'un côté, tous les mauvais de l'autre ». Qui n'a pas entendu parler des négationnistes du climat qui s'opposent évidemment aux sauveurs de la planète ? Le dernier critère qu'il cite est « l'acquiescement de l'opinion débouche sur une psychose collective ». Ça, c'est le but recherché, vous faire peur. Et donc, on en revient au titre de journaux que je donnais dans mon introduction. Une fois que les symptômes ont été mis en évidence, on peut appliquer la grille des critères qu'il a définis. Et le premier concerne les clients. Donc, pour qu'une opération soit montée, il faut des demandeurs. Alors, je ne vais pas vous exposer la complexité de cette affaire qui tient en la nature même de ses clients, mais dans un rapport du Sénat américain datant de 2014, que je résume dans mon ouvrage, on trouve énormément d'informations les concernant. On y voit les liens entre les ONG environnementalistes, dont je vous ai parlé au début, et le grand capital. Mais il y a aussi le lien entre la bourse du carbone et les grandes banques internationales. Ce paragraphe, c'est la démonstration de l'existence d'un capitalisme de connivence. Alors, ces clients ne feraient rien sans un agent. L'agent, donc, c'est celui qui est chargé de traiter ou de sous-traiter l'opération de désinformation. Et cette tâche, évidemment, elle a été confiée au GIEC, dont j'ai déjà parlé, sous couvert de l'ONU et de l'Organisation météorologique mondiale. Alors pourquoi ? Cela transparaît déjà dans les objectifs qui ont été fixés au GIEC, qui apparaissaient clairement sur son site, qui ont disparu, je crois, depuis quelques mois. Évaluer les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique qui sont nécessaires pour mieux comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d'origine humaine. Autrement dit, les objectifs qui sont fixés au GIEC incluent les causes qui sont censées démontrer l'origine humaine des changements. Vous voyez la subtilité ? Alors cela transparaît aussi dans l'organisation de cet organisme et la façon dont ces rapports sont édités. À titre d'information, le rédacteur du rapport principal du GIEC, Svan Teske, est le coordinateur international de Greenpeace pour les questions climatiques. À cause de cette organisation, de nombreux scientifiques de renom ont démissionné du GIEC. Un autre critère qu'il faut mettre en évidence, c'est celui des supports. Donc il constitue les éléments que les agents vont pouvoir utiliser pour développer l'opération de désinformation. On les présente comme des preuves évidentes,
sans nécessité de démonstration rigoureuse. Vous devez admettre les choses telles qu'elles sont. Par exemple, l'augmentation des températures moyennes. Je vous ai montré que tout à l'heure qu'elle n'augmentait plus. La fonte des glaces. Le consensus scientifique sur le réchauffement. Vous devez admettre que tout le monde est d'accord là-dessus. Les résultats des modèles numériques que l'on ne peut pas contester. Mais aussi les phénomènes météo, les phénomènes océaniques comme El Niño, donc qui sont exploités donc comme support. On en a eu la démonstration en décembre 2015. Je pense que ceux qui regardent la télé ont entendu beaucoup de choses sur les températures exceptionnelles du mois de décembre. Et donc on l'aura encore probablement en 2016, donc avec l'El Niño qui s'est développé en 2015. Pour diffuser ces informations, vraies ou fausses, il faut des relais. Alors l'idéal, c'est quand les informations sont à la fois vraies et à la fois fausses. C'est ce qui passe le mieux en fait. Ils constituent donc les relais la pièce maîtresse du dispositif. Dans le cas du RCA, ils sont multiples. Les médias et les agences de presse en font partie, évidemment, mais ils ne sont pas seuls. Donc certains hommes politiques se sont mis en première ligne, comme Laurent Fabius, qui a essayé en juin 2014 de rallier d'autres relais, les présentateurs météo. Cela a été l'élément déclencheur du livre de Philippe Verdier, qui lui a coûté sa place à France Télévisions. Plus étonnant, toutes les religions ont été sollicitées dès 2007 par le GIEC, donc pour qu'elles prennent fait et cause dans le sauvetage de la planète. Pour les catholiques, ça s'est traduit par l'encyclique Laudato Si du pape François. Alors les agences d'État, évidemment, elles ont été aussi sollicitées, comme l'ONERC, l'IDRI, le Conseil économique, social, environnemental. Mais le plus grave, c'est probablement la mobilisation de l'éducation nationale avec l'introduction dans les programmes scolaires d'une véritable propagande avec la circulaire numéro 2015-018 du 4/2/2015, sans que personne ne puisse réagir. Enfin, critère inévitable dans toute opération de désinformation, il s'agit des falsifications. Alors, falsification, ici, je l'entends au sens d'altérer, de dénaturer. Bon, pas aller trop loin. Donc, c'est un procédé courant dans les opérations de désinformation. Et selon Vladimir Volkov, aucun démenti ne peut atténuer l'effet d'une falsification. Alors les exemples sont multiples, dans la presse, les médias audiovisuels et les émissions en tout genre. Je ne m'y attarderai pas. Car plus grave, on en trouve aussi dans les publications scientifiques. La plus célèbre, celle qu'il ne faut jamais cesser de dénoncer, car elle est vraiment l'emblème de cette affaire, donc c'est celle de la courbe en crosse de hockey de Michael Mann. Alors pourquoi ce nom de crosse de hockey ? Parce que la courbe qui est issue de cette publication dans la revue Nature reproduisait globalement la forme d'une crosse de hockey. Elle présentait une décroissance constante de la température terrestre de l'an 1000 jusqu'au début du XXe siècle et donc une montée vertigineuse laissant entrevoir le pire pour les années futures. Cette montée diabolique des températures, évidemment, elle a été promptement intégrée au rapport du GIEC en 2001. Bon, elle a été retirée depuis. Elle n'apparaît plus dans les derniers rapports. Donc, voici cette courbe, tirée du site wikilibéral.org, qu'il faut citer. Donc, tout le monde, probablement, l'a vu quelque part un jour, avec cette montée diabolique en rouge, pour bien représenter le danger. Alors, le problème, c'est qu'il a été démontré et redémontré que la technique statistique qu'il a utilisée pour l'obtenir, telle qu'il l'a appliquée, aboutit toujours à une courbe ayant cette forme, quelles que soient les données utilisées au départ.
Elle fait disparaître les périodes de l'histoire climatique qui ont fait l'objet d'autres publications approuvées, celle du Moyen-Âge, dite de l'optimum médiéval, qui a duré en gros de 950 à 1400, donc où les températures étaient montées plus haut que ce qui a été mesuré au XXe siècle, enfin, d'après des écrits, d'après un certain nombre de faits historiques. La période dite du petit âge glaciaire dans l'hémisphère nord, de 1400 à 1850. Alors ces périodes, évidemment, elles sont fortement dérangeantes parce qu'elles sont intimement liées à l'activité solaire, dont elles constituent une preuve incontestable de son influence sur le climat. Pour info, cette courbe a encore été reprise sous une autre forme dans un article du Monde du 5/11/2015. Autre genre de tromperie que j'ai trouvé dans un congrès dernièrement, donc elle est issue d'une plaquette qui est ici, qui est distribuée au grand public par l'Alfred Wegener Institute, qui est le centre allemand d'océanographie et d'études des pôles. Voilà cette courbe. Elle représente la fonte des glaces arctiques, si vous voulez, la décroissance des glaces de mer entre septembre 72 et 2015. Alors évidemment, ce qui est frappant sur cette courbe, c'est la droite qui descend et qui laisse augurer que dans les années à venir, il n'y aura plus de glace, c'est terminé. Voici les mêmes données issues donc d'un graphique édité par l'Université de l'Illinois, le Polar Research Group, département des sciences de l'atmosphère. Donc il représente exactement la même chose, donc l'anomalie des glaces de mer dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire en Arctique. Et on y voit donc, on peut y distinguer trois tendances. Donc une première tendance où les glaces avaient une pente, la moyenne des anomalies de glace de mer avait une petite pente descendante. Une période où c'est descendu franchement, où c'était vraiment inquiétant. Donc la première période va de 79 à 94-95, la seconde période va de 95 à 2007. Et la troisième période, depuis 2007, où la moyenne est quasiment nulle. C'est-à-dire que ça a cessé de décroître. Alors, idéalement, le graphique de l'Alfred Wegener Institute aurait dû être représenté de cette façon. Voilà, ce qui aurait complètement changé son interprétation. Alors, explication probable de ce hiatus, pour reprendre le mot du GIEC. Eh bien, dans la fonte de l'Arctique, donc c'est le refroidissement des eaux de l'Atlantique Nord entre 0 et 700 mètres. Donc si on reprend les périodes, donc de 1979 à 1994-95, vous voyez la petite pente, les températures augmentaient. Les températures de 95 à 2007, elles ont fortement augmenté, la glace a bien fondu. Et puis depuis 2007, les eaux de l'Atlantique Nord se refroidissent de nouveau et donc la glace cesse de fondre. Vous voyez ? Donc sur ce graphique, on retrouve, ce qui est vraiment assez surprenant, les mêmes ruptures de pente, et elles se produisent aux mêmes années que les ruptures de pente des anomalies de glace de mer de l'Arctique. En conclusion, je reprendrai une citation que l'on doit à Saul Bellow. Une grande quantité d'intelligence peut être investie dans l'ignorance lorsque le besoin d'illusion est profond. J'ajouterai à cela, il ne faut jamais renoncer à la vérité. Ceux qui y renoncent en feront les frais un jour ou l'autre. Pour ne pas y renoncer, renseignez-vous par vous-même, essayez de vous faire une opinion indépendante. C'est le conseil que je formule, et pour vous y aider, vous trouverez en annexe du livre un certain nombre de sites portant sur les thèmes développés précédemment. Je vous remercie pour votre attention.